Merci beaucoup. Je vais commencer par demander votre indulgence pour 2 choses. La première, ça va être, pour la présentation, vidéo parce que j'ai été récemment opéré de la cataracte, donc j'ai pas pu faire, un vrai PowerPoint, calé sur le plan de l'exposé, donc ça tombera parfois j'ai rassemblé les choses en bloc, ça tombera parfois au hasard. La deuxième, c'est à cause de quelque chose qui est paradoxal et amusant. J'ai pas mal écrit sur la désinformation et je me suis aperçu très récemment que non pas que je désinformais les gens, mais que je disais de bonne foi une chose fausse sur le concept de désinformation. C'est-à-dire, j'avais répété ce que j'avais lu dans un tas de livres, à savoir que désinformation venait du russe Dezinformatia dans l'encyclopédie soviétique en 1953. Alors, l'encyclopédie, donc c'était un concept, j'allais dire, de guerre froide, un concept d'abord, pour faire simple, communiste. Donc les désinformateurs, c'était les Occidentaux qui critiquaient la patrie du socialisme radieux et le bon Staline. Et j'avais toujours cru que le terme de désinformation, on va essayer de le démonter, venait d'un terme de service secret, j'ai oublié le terme en russe, qui voulait dire plus ou moins intoxication. C'est quoi la différence entre l'intoxication et la désinformation? L'intoxication est une technique de service secret qui consiste à faire parvenir à l'adversaire une information fausse, qu'il va le croire vraie et gagner par hasard ou par un agent double, ou par une source fiable, et qui l'amènera à prendre de mauvaises décisions. Bon, exemple d'intoxication, l'opération Fortitude. On fait tomber un cadavre avec des faux plans du débarquement en Espagne. On le trouve, quelqu'un, l'ambassade d'Espagne, je ne sais pas, prévient les Allemands. Les Allemands croient que le débarquement aura lieu là où il n'a pas. Il n'aura pas lieu. Alors donc désinformation, moi je croyais que c'était l'extension à l'opinion publique occidentale de procédés hérités des services secrets, c'est-à-dire on balance à l'opinion occidentale des informations fausses destinées à décrédibiliser ses dirigeants ou à créer des dissensions. Et j'avais développé toute une théorie à partir de là. Donc c'était un concept de guerre froide, apparu dans le clan communiste d'abord. Puis le concept devient très vite, j'allais dire, anticommuniste. Il devient très vite anticommuniste parce qu'il est utilisé par, on va dire, des milieux, je ne sais pas s'il faut dire atlantistes, enfin aux États-Unis, des think tanks, pour expliquer que les services secrets russes, et en particulier une division bien précise, place Dzerzhinsky, la 3e, je crois, ou la 4e, du KGB, avait en quelque sorte, par des agents d'influence, Plinani Agent, je crois, ça se dit en russe, ou par des agents secrets, balançaient de fausses infos aux Occidentaux pour les perturber. Le cas le plus célèbre, c'est le cas du sida, où via un journal russe, les services soviétiques avaient fait croire que le virus HIV avait été créé par des laboratoires du FBI, enfin l'armée américaine, fabriquant des armes de guerre. Ce qui est totalement inventé, bien entendu. En plus, je crois que ce n'est pas un virus, c'est un rétrovirus, mais peu importe. Après, on va le voir, le terme de désinformation est devenu, alors, faute de communisme, il a cessé d'être anticommuniste, quoi, pour devenir un terme plutôt atlantiste, libéral, appliqué aux tentatives que feraient les Chinois et les Russes pour déstabiliser nos démocraties, par exemple. Bon, c'était cohérent comme théorie. Alors, elle n'est pas totalement fausse, mais je m'étais trompé sur un point. Le terme n'est pas apparu en 1953 en russe, mais on le retrouve en français. Et je l'ai appris de manière amusante par un copain, qui va faire sa thèse avec moi,
et qui a utilisé une technique, alors dont j'ai oublié le nom, c'est cultural, je ne sais plus quoi, qui consiste, je vais essayer d'expliquer ça de façon claire, à faire mouliner des archives de documents imprimés, donc avant le numérique, par des logiciels d'OCR, de reconnaissance des caractères. Il mouline, et il trouve un terme. Et mon étudiant copain, là, fait cette opération, et bingo, il me trouve que le terme désinformation a été utilisé dans un journal communiste en 1927 pour accuser les Russes blancs de dire du mal de la patrie de Lénine. Enfin non, c'était déjà Staline à l'époque, pardon. Bon, ça ne change rien sur le fond, mais je vous montre ce petit exemple. Bon, donc la désinformation, ça consisterait à balancer, à faire parvenir aux médias adverses, on désinforme des masses. Si on désinforme une personne, on la manipule ou on lui ment, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut que ça atteigne l'opinion publique, disons, que celui qui émette l'information l'ait fabriquée et qu'il sache parfaitement qu'elle est fausse et non avérée, et qu'il y ait une intention stratégique derrière tout ça. Saboter la démocratie, créer des dissensions entre deux pays alliés, etc. L'exemple de désinformation qu'on cite le plus souvent, c'est le cas de Katyn. Tout le monde sait ce que c'est que Katyn. Enfin, je résume quand même un petit peu l'histoire de manière... Pas tout le monde. De façon simple. Ah ben, il est en train de défiler tout seul, c'est génial. Ah, c'est génial. Alors là, je ne fais plus rien, il défile tout seul, c'est parfait. Donc, début de la Seconde Guerre mondiale, pacte d'acier, l'Allemagne et l'URSS sont alliés pour envahir la Pologne. Et dans un premier temps, avant évidemment la guerre germano-soviétique, l'attaque d'Hitler, et dans une zone qui a été un peu occupée par la Wehrmacht, l'armée rouge, on ne sait pas trop, on découvre, les troupes allemandes découvrent des milliers de cadavres enfouis dans une forêt. Si quelqu'un a des origines polonaises ici ou a été en Pologne, il sait que ça a marqué les Polonais quand même. Je veux dire par là que c'était ce qu'on appelle un massacre de classe, l'exécution de milliers d'officiers, pas seulement des officiers, des intellectuels, des universitaires, des administrateurs, tous faits d'une balle dans la nuque et enterrés dans des fosses communes, etc. Donc, la propagande allemande dénonce les crimes bolcheviques, mais à la fin de la guerre, en particulier au moment du procès de Nuremberg, les soviétiques disent non seulement c'est la Wehrmacht qui a fait ça, mais en plus, les salauds, ils essaient de faire accuser l'armée rouge. Et il y a toute une mise en scène qui se met en place autour de ça. J'insiste sur la notion de mise en scène. J'ai vu des reportages très bien faits là-dessus. Donc, il y avait des tas de documents filmés, alors, évidemment en noir et blanc à l'époque, qu'on a répondu au moment du procès de Nuremberg pour, j'allais dire, pour faire pendre des responsables allemands supposés de ce massacre. Et ces documents montraient, par exemple, des gens en blouse blanche, et vous savez, comme dans Les Experts de Miami, des gens qui font de la médecine judiciaire et qui, c'est assez mauvais goût d'ailleurs, qui sortaient des crânes et qui extrayaient avec des pinces des balles en disant « ce sont des balles, un calibre de balle, 7,63 GECO, un truc comme ça, un truc assez rare, utilisé dans
dans l'armée allemande. Donc c'est bien la preuve que c'est eux qui ont fait le coup et que ce n'est pas nous. Alors, en fait, la preuve n'en était pas une parce que certaines divisions soviétiques utilisaient les mêmes pistolets que la Wehrmacht. Enfin, peu importe les détails. Et cette histoire s'est prolongée pendant des années. Par exemple, comme quand j'étais jeune, il y avait l'historien Decaux, certains ont dû le connaître, il y a l'Académie française et tout, qui faisait des émissions à la radio le soir. Et par exemple, lui soutenait, sinon la thèse soviétique, du moins qu'il y avait un très gros doute favorable aux soviétiques sur l'origine de ce massacre. Bon, le mystère a été résolu quand Gorbatchev a avoué que c'était eux qui avaient fait le coup, quoi. Pas les nazis, même si Dieu sait si les nazis ont fait des massacres en Pologne et ailleurs. Donc là, il y a eu l'aveu d'une opération à deux temps. D'une part, ça, on massacrait... dans ce bouquin-là, des informations d'armes du coup, c'est là que j'écris cette sottise que le concept est apparu en 1953. Et donc, donc il y a une opération double. D'une part, ils massacrent les élites polonaises pour s'assurer le contrôle du pays. Et d'autre part, ils attribuent le crime adverse. Donc ça, c'est toujours dire la notion classique de désinformation qui suppose un gros appareil d'État ou de services secrets, dans le cas que je vous cite. Donc, il y a eu plein d'exemples comme ça, attribués aux soviétiques, et je dois dire, c'est assez souvent romanesque. D'ailleurs, il y a eu des romans là-dessus. Par exemple, des opérations où des services soviétiques avaient mis des fausses caisses de documents soi-disant abandonnés par les Allemands en fuite et qui... et qui attribuait, qui compromettait des dirigeants de ce qui était à l'époque la RFA. Donc quelque chose qui est un contexte politique de guerre froide et qui suppose, je dirais, des grosses opérations de services secrets, d'appareils d'État. Le problème, c'est que, outre qu'il n'y a plus de camp communiste, et que c'est devenu un concept qu'on retrouve dans les rations internationales pour d'autres occasions, qui s'est énormément banalisé. On utilise le terme des informations pour une information fausse, une bêtise sur les réseaux sociaux, etc. Outre ça, nous sommes complètement pollués par des concepts voisins. Alors, il y en a une flopée. Il y en a une flopée, surtout aux États-Unis. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Dont les principaux me semblent être fake news. En français, on a essayé le néologisme info, ça ne marche pas très bien. Bon, il y a un mot que j'aime bien, mais il remonte au XVIIIe siècle, c'est forgerie. Mais forgerie, ça n'a pas pris. Donc là, en l'occurrence, il s'agirait simplement du fait qu'on répande des informations fausses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une information fausse? J'essaie d'être assez strict là-dessus. Alors, une information, étymologiquement, c'est ce qui met en forme. Donc, c'est ce qui permet à votre cerveau de faire des liaisons et d'acquérir une connaissance nouvelle. Mais une information fausse, en l'occurrence, elle peut porter que sur le contraire d'une vérité. Il y a deux sortes de vérités. C'est pas de moi, c'est d'Aristote. Il y a des vérités de fait, il y a des vérités de raison. 2 et 2 font 4, c'est une vérité de raison. J'ai pas volé la confiture, c'est une vérité de fait. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas volé de confiture en tout cas. Et les infos qui circulent portent souvent sur de
de pure fabrication de faits imaginaires. Alors, un fait imaginaire, il faut qu'il soit déroulé dans le passé. Si je vous dis j'ai vu voler une sorcière sur un balai, c'est un mensonge et c'est une fake news. Je n'ai pas vu voler une sorcière sur un balai et je crois que c'est impossible. Si je vous dis une sorcière sur un balai va traverser cette salle dans 10 minutes, c'est stupide, on va le vérifier dans 10 minutes d'ailleurs, mais ce n'est pas une fausse information, c'est une fausse prédiction, si vous voulez, c'est un délire. Donc il y a eu le terme fake news, l'anglicisme fake news, c'est énormément répandu. Alors, comme par hasard, il s'est répandu à partir de 2016. Enfin, il existait avant. Allez, si on voulait vraiment être tout à fait précis, en anglais, fake, ça ne veut pas dire exactement faux. False. Ça veut dire fabriquer pour imiter. Et false ring, ça serait un faux bijou en or, quoi. Bon. Un mensonge, c'est lie. Mais enfin bon, pinaillons pas là-dessus. Donc le terme de fake news se diffuse énormément en 2016. Alors pourquoi en 2016 ? Parce que c'est l'année de l'élection de Trump, c'est l'année du Brexit, c'est l'année du référendum catalan, c'est juste avant 2017, l'année de l'élection de Macron, il n'y a plus d'autres cas, et les médias s'affolent du phénomène de fausses informations qui se diffusent, notamment sur les réseaux sociaux. Notamment, ça ne veut pas dire que jusque-là, les médias de masse n'aient jamais menti, y compris des quotidiens de référence. Mais bon, il y a une floraison, une épidémie d'informations fausses, visiblement fausses. Alors je vous prends le cas le plus célèbre pendant l'élection américaine de 2016, c'était ce qu'on a appelé le Pizzagate, c'est-à-dire l'accusation qui avait été faite sur une chaîne de pizza qui soutenait les démocrates, parce que le patron était démocrate, de se livrer à des... je ne sais plus c'était quoi, de la pédopornographie ou à du trafic. Pourquoi les pizzerias, j'en sais rien, quoi. Comme la rumeur de l'Orléans, dans les années 60, il y a des filles qui disparaissent dans des trappes dans les cabines d'essayage et on les envoie se prostituer. Bon, voilà. C'est des fantasmes, quoi. Et les deux fantasmes, si j'ose dire, politiques et factuels, où on accusait aussi ces pizzerias de faire du trafic de drogue ou je ne sais plus quoi, ont abouti d'ailleurs sur des événements tragiques, puisqu'il y a un gars qui a pris son fusil d'assaut, qui est descendu dans une de ces pizzerias. Donc là, on est devant les fake news et on a dénoncé énormément dans cette année 2016 pour les attribuer, j'allais dire, aux méchants politiquement, c'est-à-dire au clan de Trump, au clan des pro-Brexit, etc. On aura des exemples en France pendant la campagne de Macron. Enfin, il y a une troisième notion qui est énormément... donc, c'est une notion relativement récente, fake news, même si, bien entendu, les êtres humains mentent depuis toujours. Popper disait « l'homme est un singe menteur ». C'est probablement ce qui nous a aidé à évoluer, d'ailleurs. Et la troisième notion, ça va être complotisme. Complotisme, c'est quoi ? C'est une démarche intellectuelle d'interprétation de la réalité. On pourrait d'ailleurs théoriquement faire du complotisme sans mentir.
en interprétant uniquement de façon délirante des faits vrais ou vraisemblables. Bon. Le complotisme, donc ça consiste à deux choses, à dire en un temps, tout ce qu'on vous raconte dans les médias officiels, ce que vous racontent les universitaires, les puissants, les élites, est faux et fait partie d'un complot. Et deuxième, alors, thèse qui, à la limite, on pourrait soutenir en pure logique, quoi. Il se pourrait que tout le monde se trompe, hein. Bon, voilà. Ou veuille tromper. Et dans un deuxième temps, pour dire, derrière tout ça, il y a en réalité l'action d'une poignée d'hommes résolus qui truquent tout et qui poursuivent un dessein. Voilà. Les théories de la conspiration, il y en a eu depuis toujours. Une des premières, c'est l'abbé Baruel sur la Révolution française, faite par les francs-maçons. Évidemment, le protocole des sages de Sion, les juifs manipulent à la fois les capitalistes et les communistes. Il y en a eu des dizaines. Popper, que je citais tout à l'heure, analyse très bien d'un point de vue épistémologique le conspirationnisme. Alors, je connaissais la notion. Moi, j'ai vraiment découvert la réalité en 2001, après le 11 septembre. Par le fait d'un hasard, je me suis trouvé une émission m'engueuler avec, je ne sais plus quel est son prénom, Thierry Messon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un gars qui avait créé un site qui dénonçait le complot, je ne sais plus, c'était du Vatican, des capitalistes, etc. Et qui soutenait qu'aucun avion, je prends l'exemple, hein, voilà, aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Et il développait des arguments très, très, très sophistiqués. Les complotistes, j'allais dire, ne sont pas cons. Leur thèse, le résultat de leur raisonnement est absurde, mais dans la façon de procéder, ils peuvent être extraordinairement raffinés parce qu'ils dépensent une énergie mentale invraisemblable, on n'a pas le temps, quoi. Et donc, la thèse de Thierry Messon, qui a été crue par des millions de gens à travers le monde, hein, était que aucun avion ne s'était écrasé sur le Pentagone. Et ça venait d'un raisonnement qui est surprenant au départ. Il a dit un avion, ça a de grandes ailes, et le trou dans le mur du Pentagone n'est pas aussi grand. Et par ailleurs, personne n'a vu arriver l'avion. Alors, on peut développer des arguments théoriques contre cette thèse. Un des arguments théoriques, c'est, je ne sais plus quel est le principe physique, ceux qui ont fait leur service militaire, là, les grenades à pointe creuse qu'on tirait sur les chars à la préparation militaire, c'est des trucs qui absorbent l'énergie dans l'explosion. Et enfin, il y a des tas de spécialistes de la physique qui vous expliquent qu'un gros avion, quand il arrive en se crachant, peut faire un tout beaucoup moins grand que celui de Césaire. Mais en dehors de ça, je vous donne deux exemples très, très, très simples. Hein. Voilà. Il se trouve que moi, j'ai deux preuves personnelles qu'un avion s'est bien écrasé sur le Pentagone en septembre 2001. Le 1, c'est que j'ai un copain qui l'a vu arriver. Contrairement à la thèse, personne n'a vu arriver l'avion. Bon. Enfin, mon copain. C'est un gars qui travaille à la RAND Corporation, un think tank, qui est un peu le cerveau externe du Pentagone. Hein. La RAND, c'est les producteurs d'idées. Et lui m'a dit que j'ai vu arriver l'avion. Et je sais que la fenêtre de son bureau donne sur le Pentagone, parce que j'ai été dans son bureau la même année, d'ailleurs, avant évidemment. Donc, ça voilà, un témoin. Et par ailleurs, il se trouve que j'ai un copain franco-canadien qui devait prendre l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone. La chance, mon copain est toujours vivant, merci. Et donc, je veux dire, si on raisonne de manière simple, ça voulait dire que Archie, enfin ce copain, avait une réservation sur un avion qui décollait tel jour à telle heure. Donc cet avion a existé. Donc à partir de là, même si vous supposez que le monde est dominé par une intelligence diabolique, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait du gros avion ? Ok, il a décollé.
il était plein de gens. Quel est l'intérêt de cette intelligence diabolique de mettre un missile sur le Pentagone? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'avion? Ils l'ont mis sous la mer ou quoi? Vous voyez, on arrive très vite à des raisonnements absurdes. Donc, on a ces trois notions extrêmement... alors, vous allez voir qu'il y a 500 notions qui sont développées autour de ça. Alors, il y a un autre facteur qui va faire exploser cette question du faux, du complotisme, des fake news. Bon, les trois se mélangeant beaucoup en pratique, même si intellectuellement, je prétends qu'il faut bien les distinguer, c'est l'infodémie. L'infodémie, c'est un néologisme qui a été formé par l'OMS au début de la pandémie de Covid-19. Entre parenthèses, un virus, c'est un désinformateur génétique. Hein. Bon. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas et tac, il met le système en l'air. Donc, à partir alors, parce que c'est humain, parce qu'on a tous peur, parce que nos vies sont transformées, pas pour le mieux, se sont développées des affirmations fausses. Il y en a des anthologies entières sur Internet. Vous les trouverez facilement. Tiens, je vais faire un peu de pub aussi. On a fait pendant 6 mois une étude qui est disponible gratuitement sur le site de l'IRIS sur les fausses informations sur l'infodémie. Donc, il y a eu, probablement parce que des passions très profondes sont agitées, il y a eu une épidémie de fausses informations. Ça s'est probablement toujours produit comme ça dans l'histoire humaine. Je pense que pendant la Grande Peste de 1348, il y a eu des fausses nouvelles qui ont circulé. Alors, j'en suis sûr d'ailleurs. Ou pendant la Grande Peste antonine à Rome, moins 438, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature humaine de chercher des remèdes miracles, des coupables à ce qui va mal, etc. Alors, l'infodémie, mais celle-là, elle avait... Alors, vous en avez des anthologies, mais invraisemblables, hein, que ça porte sur l'origine de l'épidémie, les remèdes imaginaires, la thèse selon laquelle le vaccin est fait pour vous mettre une puce 5G. Enfin bon, il y a des tas de trucs absurdes, il y en a de beaucoup moins absurdes, qui se sont développés à l'occasion de cette grande panique sur l'infodémie. Et d'une certaine façon, ça a proliféré sur Internet d'une manière invraisemblable, même si au final on s'aperçoit que, par exemple, aux États-Unis, des millions de fausses informations sont lues globalement d'une quinzaine de sites. Hein. Bon, voilà. Donc la fausse information, non seulement elle chasse la bonne, mais en plus elle est beaucoup plus virale. Hein. On verra pourquoi. Donc il y a eu prolifération de fausses informations, y compris sur les remèdes miraculeux, sur les milliers de morts qu'on nous cacherait, sur des tas de choses. Certaines ressortaient pas vraiment de la rumeur, mais d'opérations vraiment qui sentaient un peu des services d'État, en particulier sur l'origine, quoi. Nos amis chinois, pas de façon très habile d'ailleurs, beaucoup développé la thèse que c'était des militaires américains qui l'avaient apporté aux États-Unis en participant à des sortes de Jeux olympiques militaires, etc. Parce que l'enjeu est énorme pour la Chine, quoi, en termes de prestige, de soft power. Qu'on parle du virus chinois, voilà, c'est pas génial pour l'image, il hurle au racisme dans ce cas-là. Et d'autre part, il y a des très grands enjeux. Xi Jinping, qui est devenu, je dirais, beaucoup plus offensif idéologiquement que ses prédécesseurs, hein, qui pense qu'il y a un modèle chinois
qui doit conquérir toutes les têtes dans le monde, il y a l'enjeu de l'efficacité face... donc il y a de très gros enjeux là-dessus. Donc, mais il me semble aussi qu'il y a un stade qui est grave dans cette affaire, c'est la crise de confiance dans la vérité scientifique. Je veux dire, quand vous entendez le professeur Montagnier vous dire ça ressemble exactement à une fabrication de virus HIV, ou le professeur Béron s'engueuler avec le professeur je ne sais pas quoi, on ne peut pas dire que la science, l'autorité scientifique, parle d'une seule voix. Si vous voulez vous en convaincre, regardez les chaînes d'information continues, quoi, hein. Bon. Alors, d'une part, c'est normal. Le discours scientifique, ça consiste souvent à dire « je ne sais pas, j'attends les données, peut-être que… ». Alors surtout quand vous commencez à rentrer sur des corrélations entre des statistiques, c'est un piège à biais cognitif invraisemblable, ça. Hein. C'est des choses sur lesquelles il est le plus difficile de raisonner, quoi. Il y a ce facteur-là, mais pas. On voit se développer après que les autorités médiatiques, politiques, etc., aient été, j'allais dire, fassent l'objet d'une méfiance croissante, dont on pourrait en faire des démonstrations électorales assez faciles. C'est le dernier réduit, quoi, hein, la science dit la vérité, hein, commence à être atteinte, et on voit là aussi se développer des théories alternatives, qu'elles soient le résultat de l'inventivité de gens sur les réseaux sociaux, ou de véritables opérations de pays ou d'autres. Alors, par exemple, prenons l'exemple français, hein, si vous voulez. En France, la question des fausses nouvelles s'est énormément développée, oui, plus ou moins à partir de 2016. Et on a vu, alors on l'a vu par toute la littérature qui s'est développée, y compris la mienne d'ailleurs, sur le sujet, et sur le nombre invraisemblable de débats qu'on a eus, par exemple, sur la responsabilité des réseaux sociaux, des thèses. Alors, c'est amusant, par exemple, sur la responsabilité des réseaux sociaux, ça s'est passé assez vite. Dans les années 90, les thèses, j'allais dire à la mode, sur ceux qui savaient déjà ce que c'était, étaient plutôt optimistes. Les réseaux sociaux, ça allait être la démocratie à travers le monde. Tout le monde pourrait s'exprimer, et l'intelligence collective trouverait son épanouissement total à travers les réseaux sociaux, que d'ailleurs les régimes politiques ne pourraient plus contrôler. Le truc a éclaté au moment du printemps arabe. Je veux dire, si vous émettiez, c'était mon cas, le moindre doute sur les bienfaits démocratiques de Google et de Facebook, vous étiez quasiment accusé d'être un complice du maréchal Sissi, quoi, hein, ou de, comment s'appelait le tyran, c'est bon. Donc, il y a eu un enthousiasme général médiatique chez les intellectuels. Les intellectuels, ils sont bons pour se tromper souvent, je peux vous le garantir, pour dire qu'au fond, les réseaux sociaux allaient être des facteurs de démocratisation, et qu'on ne pourrait plus cacher la vérité
qu'est-ce qui cachait la vérité? C'est le méchant État, hein, ou les méchantes classes dirigeantes, etc. Et que tout ça allait s'épanouir, puisque toute la connaissance du monde était accessible, et qu'en plus, premier point, des tas de jeunes gens très sympas, parlant anglais en plus, en t-shirt, passaient leur journée devant leurs ordinateurs à combattre la tyrannie et à répandre la vérité. Bon. On avait été quelques-uns à émettre quelques réserves. 10 ans après, c'est la thèse exactement contraire qui prédomine. C'est-à-dire, il est devenu banal, je veux dire une chose qui est sur le fond plutôt vraie, que les réseaux sociaux, alors non seulement, évidemment, puisque tout le monde peut être émetteur à son tour. Autrefois, si vous vouliez manipuler l'opinion, comme Orson Welles dans Citizen Kane, il fallait acheter des journaux et des journalistes pour développer votre programme. Je suis désolé, vous êtes caché par le truc. Donc ça demandait de gros moyens, disons, de propagande. Évidemment, chacun peut être émetteur aujourd'hui. Et même avec un petit peu de temps, chacun peut fabriquer des fakes, des images. On peut même, de plus en plus, il y a même des logiciels. Bon, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, on vous vend des logiciels où vous mettez votre tête sur des personnages de films. Et c'est très convaincant. Je veux dire, je ne crois pas que le logiciel soit gratuit. Alors, me demandez pas le processus, mais vous mettez votre tête à la place de je sais pas, de celle de Sylvester Stallone ou de je sais pas qui, et les mouvements, les expressions suivent. Donc c'est quelque chose qui s'est incroyablement démocratisé. Produire le faux, c'est incroyablement démocratisé. Le diffuser, c'est également incroyablement démocratisé. Je veux dire par là, avec ça, théoriquement, je peux toucher des milliards de gens. Bon, je ne les toucherai jamais, mais une information que je donnerais pourrait être prise par des gens qui la reprendraient dans une autre sphère, etc., etc. Ce qui veut dire qu'une des questions majeure est la question de l'attention. L'attention, la seconde de cerveau humain, d'abord ça vaut des sous. C'est une valeur économique extraordinairement importante. On le savait déjà à propos de TF1, vendre des secondes de cerveau humain aux annonceurs publicitaires, mais c'est devenu encore plus vrai avec Internet, même si la seconde de votre cerveau, quelle que soit la qualité de vos cerveaux, sur Internet, lorsqu'elle est vendue à tirer sur une page pour aller à un endroit, vaut très peu. C'est des centimes, des dixièmes de centièmes d'euros, mais comme c'est diffusé des millions d'exemplaires, on arrive à quelque chose d'économiquement cohérent. Et enfin, je dirais le dernier problème, il est un problème, donc une facilité de production, du faux, ou de l'invraisemblable, ou du douteux, une facilité, on va dire, de distribution par des réseaux de plus en plus difficiles à contrôler, et il y a un problème de réception aussi. De réception au sens bête, nous passons des tas d'heures à chercher des informations venant non pas d'en haut, mais de gens qui nous ressemblent, peer-to-peer, des gens qui doivent être sympathiques et qui recherchent la vérité, mais où tout ça s'est accompagné d'un changement, je dirais, culturel et idéologique, de méfiance envers les institutions verticales, les élites, la science. On en parlait, etc. Donc il y a un système de concurrence de l'ancien système vertical des médias, même si ces derniers pouvaient sacrément mentir en certaines époques, ou être surpris et désinformés. Là n'est pas la question.
Donc voilà, on est devant cette nouvelle situation. Alors j'ajouterais que alors, cette situation, elle est, tout ce que je viens de vous dire est devenu banal. Alors, je veux dire, a été constaté par des milliers de gens, ce qui fait que, d'un autre côté, le faux, ou les théories complotistes, ou la désinformation menée dans un but, font l'objet d'une opération de défense absolument énorme. Il y a des législations qui se développent dans tous les pays du monde, avec les risques que ça comprend, bien entendu. Si on crée un ministère de la vérité, si ce sont des gens nommés par les autorités politiques qui ont eu le droit de dire ce qui est faux et ce qui n'est pas vrai, et ce qui peut vous valoir condamnation, c'est inquiétant. Hein. Je vous signale, entre parenthèses, qu'il y a une loi que j'adore, c'est la loi de 1880, et elle prévoit déjà que le fait de, alors je ne sais plus le terme exact, de répandre délibérément des informations fausses dans le but de troubler gravement l'ordre public peut être puni. Moi, je trouve ça très bien, hein, ça me suffit. Je ne demande pas qu'on écartèle les gens en place publique ou qu'on crée des commissions théodules. Bon. Alors, donc, cette législation, elle se développe partout. Et elle se développe d'un effort, une action menée par l'État ou par les organisations internationales. L'OMS a créé des tas de services pour lutter contre l'infodémie, destinés à rétablir la vérité, ou à empêcher les effets nocifs de désinformation, d'épidémie, etc. Bon, je prends l'exemple français. On a la loi de 2018 dont le but est, en période électorale seulement, d'obliger les opérateurs, les plateformes, Facebook, Google, etc., à retirer les informations, je ne sais plus quel est le terme exact, visiblement fausses. Ouais. J'avoue que je suis un petit peu sceptique là-dessus, en dehors des utilisations liberticides qui pourraient être faites de cette loi. Je rappelle que la rapporteuse de cette loi a elle-même répandu des faits de bonne foi, hein, mais bon, je vous raconte l'histoire. On va pas dire le nom de cette dame, c'est pas la peine. Voilà. Pendant les défilés des Gilets jaunes, au début, quand la mode, c'était plutôt de dire que les Gilets jaunes, c'était tous des vilains fachos, cette députée a présenté une vidéo d'un type, alors, la caméra me filme, alors je ne voudrais pas faire des trucs qui donnent mieux, qui levait le bras, et elle a dit « Ouais, vous voyez, ce sont des nazis, il fait Heil Hitler ». En réalité, si vous entendez la bande-son, le monsieur, alors en plus le monsieur il a une bonne tête, il est un peu bedonnant, il a des moussages blanches, il n'a pas l'air d'un redoutable Nasbrock, quoi. En réalité, il disait Ave César, Ave Macron. Hein, ok, bon. Oui, pardon. Ce que vous dites est fort possible. Alors dans ce cas-là, c'est franchement vicieux. Hein, je suis d'accord avec vous. Bon, ok. Alors là, il y a mauvaise foi dans ce cas-là. Un point pour vous, ok. On commence les questions maintenant. Vous me laissez un petit peu avancer, on fait les questions après. D'ailleurs, je suis presque à la fin. Donc, alors on a eu ça. On a eu... c'est intéressant le cas français. Alors ça a été... Alors, dans les milieux macroniens, on va dire, la lutte contre les fake news ou la désinformation qui viendrait de l'extérieur est très à la mode, puisqu'il y a eu cette fameuse affaire
des mails de La République En Marche qui ont été diffusés sur 4chan 2 jours avant l'élection. Alors, et donc, il y a eu cette idée que, disons les choses franchement, les services russes faisaient une énorme manœuvre de désinformation pour empêcher Macron d'être élu et amener leur complice Marine Le Pen au pouvoir. Sauf que, d'une part, cette info, elle est sortie un vendredi soir. Or, la loi française interdit toute propagande dans les dernières, je sais pas, 40 ou 48 heures avant l'élection. Donc cette information, elle circule un petit peu sur les réseaux sociaux et elle a intéressé personne. Deuxièmement, le contenu de ces mails volés à l'ERM et soi-disant truqués par les méchants du FSB était d'un ennui et d'une innocence totale. Pour les gens qui l'ont consulté. Et entre parenthèses, je les félicite, ces gens, parce qu'il y avait des milliers de mails à consulter sur 4chan. Ça prenait un temps invraisemblable et ça ne servait pas à grand-chose. Bon. Voilà. Troisième élément, d'ailleurs, en plus, c'était pas ça. Je ne crois pas que c'était de la désinformation, en ce sens que la technique qui avait été employée contre l'AREM était ce qu'on appelle du hack and leak. Alors, c'est piratage et diffusion. C'est une technique qui a vraiment été utilisée contre Clinton en 2016, qui consiste, pour des pirates informatiques d'un assez bon niveau, à pénétrer dans les mails, disons le site d'une organisation, la partie interdite, à piquer de l'information et à la mettre sur la place publique pour déstabiliser l'organisation. Dans le cas d'Hillary Clinton, il y avait des trucs qui n'étaient pas très bien et qui méritaient quand même pas d'être fusillés, du genre, quand elle va à une télévision, je parle de la campagne 2016, on est bien d'accord, quand elle va à une télévision, les journalistes lui envoient souvent les questions avant. Bon, c'est pas bien, mais franchement, je ne sais pas si ça peut changer le vote de quelqu'un. Dans le cas de Macron, il n'y avait rien de scandaleux dans les trucs. Ils avaient... Alors, il devait y avoir des petits jeunes de l'ARM qui disaient « tu viens prendre un café à midi » ou des trucs comme ça. Bon, voilà, donc, enfin, en tout cas, les milieux macroniens sont très, très frappés par cette histoire. Et on développera des tas d'organismes. Bon, on a parlé de cette loi. Il y en a un autre qui se développe. C'est intéressant de voir la différence. Il faut que j'atterrisse. Qui s'appelle Revenum, qui est dirigé par un préfet comment s'appelle, le secrétariat général de défense et de sécurité nationale, GDSN, et dont l'idée est déjà plus ingénieuse, c'est pas de dire « ce sont des menteurs et des vilains russes », mais à retracer le trajet de circulation des informations fausses et nocives politiquement pour un pays. Là, alors bon, techniquement, ça peut se faire. Là, ça devient plus intéressant. Vous voyez évidemment, les infos, qu'elles soient fausses, douteuses ou que ce soit des révélations, circulent dans certains milieux qui ont l'habitude de se fréquenter, les sphères, comme on dit. On parle de la fachosphère, de la mélanchonosphère, etc., qui ont l'habitude de se fréquenter, qui s'accordent mutuellement une certaine crédibilité et un certain écho. Donc, sans pouvoir prouver que c'est un service secret ou je ne sais pas qui a fabriqué le truc, on peut voir quels sont les milieux réceptifs qui l'ont diffusé parce qu'ils y trouvent un certain accord idéologique,
ou autre. Enfin, le dernier exemple, c'est la création de la commission Bronner, Gérald Bronner, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très bon sociologue, qui s'appelle Les Lumières au temps du numérique. Il y a des gens très bien dans cette commission, mais je trouve son objectif un petit peu flou, quoi. Hein, bon. Alors, est-ce qu'il s'agit de rétablir la raison en ces temps d'obscurantisme contre les platistes? Il y a toujours un risque dans ces cas-là de glisser de le constat du faux au, j'allais dire, à la formation logique, rhétorique contre les mauvais raisonnements ou les théories, ça s'appelle la zéitétique aussi, qui est une bonne chose, à glisser à du faux discours de haine. C'est quoi un discours de haine? On peut en discuter. À glisser contre la mise en garde idéologique contre les gens qui ne partageraient pas nos valeurs ou n'aimeraient pas notre système ou la lutte de la raison contre l'obscurantisme. Vous voyez, on peut très vite glisser de l'un à l'autre. Je ne vous dis pas qu'on est ex Orwell et qu'on est dominé par Big Brother. Je vous dis qu'on peut facilement glisser de l'un à l'autre. Enfin, il y a évidemment énormément d'accusations contre des services étrangers qui chercheraient à nous déstabiliser. Avant de conclure, je vais vous citer une petite anecdote marrante. Je suis un agent chinois. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'IRSEM, c'est un think tank qui est à l'école militaire, on peut dire sans les injurier, qui sont légèrement atlantistes, a publié un énorme dossier super documenté, 696 pages, des gars qui ont passé, je ne sais pas, 1 an et demi là-dessus, qui parlent chinois aussi en plus, sur l'influence chinoise. On parlait tout à l'heure de la nouvelle stratégie de Xi Jinping. L'influence chinoise, ça peut être le fait de produire CCTV pour la diaspora chinoise, ça peut être les mails de l'ambassadeur en France, on appelle ça des loups combattants, hein, voilà, qui injurient les journalistes qui critiquent la Chine à propos du Covid. À mon avis, ce n'est pas une bonne méthode, mais on peut en discuter. Ou ça peut être exercer de l'influence. Et il se trouve qu'à l'IRIS, nous avons fait un colloque avec l'ambassade de Chine à l'UNESCO. J'étais à l'UNESCO moi-même autrefois, hein, fonctionnaire international, avec l'ambassade de Chine. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas enchaîné en hurlant « libérer les Ouïghours », quoi. On a eu un colloque, quoi. Hein, d'accord. Moi, j'ai fait mon petit exposé hein, dans l'amphi de l'UNESCO. Comme j'ai parlé des routes de la soie historiques, j'ai beaucoup parlé de Marco Polo, d'Ibn Battuta ou de Périple de Chingo. Je n'ai pas dû dire des trucs déshonorants moralement ou idéologiquement. Mais bon, voilà. L'IRIS se fait plus ou moins, enfin, on a réagi, hein, plus ou moins accusé d'être un agent d'influence chinois. Donc, je serais un agent d'influence chinois. Par ailleurs, j'ai été invité à un colloque à Pékin sur la cyberstratégie. Ouais, je suis un type louche quand même. Bon, cela dit, si vous prenez le même genre de raisonnement, j'ai également été invité il y a quelques années par un colloque à Washington DC pour parler de la cyberstratégie où il y avait des mecs de la CIA, de la NSA, des Marines, des gens du Pentagone. Et un des derniers travaux que j'ai fait pour une étude, sur l'infodémie d'ailleurs, c'était pour l'ambassade des États-Unis. À travers l'IRIS, ils commandent des études. Et derrière l'ambassade des États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle le Global Engagement Center, GEC.US, enfin, je ne sais pas quoi, vous le trouverez facilement, Gov, créé sous Obama, dont le but est de mener une lutte idéologique. Ça a été d'abord contre les djihadistes, et puis il a fait une farce à Trump avant de partir. Il a fait rajouter dans une loi qui était aussi pour lutter contre l'influence russe et chinoise. Alors, attendez. Je ne nie pas qu'il y ait des services, des groupes d'influence chinois ou russes. Je ne dis pas
qu'il existe à Saint-Pétersbourg, à une adresse que tout le monde connaît, l'Internet Research Agency, même si ça appartient à un oligarque copain de Poutine, si ce n'est pas vraiment des espions fonctionnaires, quoi. Il y a des gens qui font des clics toute la journée pour répandre certaines idées plutôt favorables à Poutine et pas trop favorables à Biden, quoi. Je ne dis pas qu'il existe ce qu'on appelle les 5 yuan ou les 5 Mao en Chine, c'est-à-dire des types qui sont très très mal payés dans un pays où la main-d'œuvre n'est pas rare, pas très chère, et qui passent toute la journée à cliquer pour défendre les intérêts chinois sur les réseaux sociaux. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas des services russes ou chinois qui ne prennent des photos sur des banques de données, ne s'appellent pas Johnny Smith ou Jules Dupont, quoi. Simplement, je ne crois pas que ça soit ça qui fasse les élections, les grands mouvements d'idées, les grands mouvements sociologiques. Bon, alors, pour terminer, là, il faut vraiment atterrir. Et après, on pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La loi, je ne suis pas enthousiaste. On peut en discuter. On peut arriver très vite à des dérives liberticides ou autres. La défense par les médias, ce qu'on appellera le fact-checking, ouais, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, ils y ont intérêt, les médias classiques. S'ils veulent montrer leur plus-value, pourquoi ça vaut la peine qu'ils paient des gens qui ont fait 4 ou 5 ans d'études de journalisme rue de Vaugirard par rapport à n'importe qui va sur un site. Bon, bien sûr, et à peu près tous les médias ont des rubriques de fact-checking aujourd'hui. Bon. Après, ça vaut ce que vaut le fact-checking. Ça vaut les sources auxquelles il remonte dans ces cas-là. L'autre source, ce sont les GAFAM eux-mêmes. À la limite, on les a beaucoup accusés d'être responsables de la diffusion des fake news. C'est pas faux. Pourquoi ? De quoi vivent les GAFAM ? De ces fameuses secondes de temps de cerveau humain. Et où ils vont les diriger, et le dixième de seconde où il y aura une chance que votre attention soit dirigée vers un site qui paie pour ça ou vers une publicité qui paie sur ça. Même si la probabilité est très, 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 très faible quand on navigue. Si vous multipliez sur des millions, ça devient intéressant. Donc, les nouvelles fausses, si c'est faux, c'est excitant, quoi. Voilà, vous avez vu le truc sur Hillary Clinton. Voilà. Donc, il y a une attractivité vers les nouvelles fausses. Il y a d'ailleurs des tas de services ou d'entreprises, plus ou moins légales, qui en profitent. Ça s'appelle des clickbait, des pièges à clics. Il y en a eu beaucoup en 2016 en Macédoine. Peut-être que la législation macédonienne n'est pas très répressive là-dessus. Donc, des entreprises dont le but est de répondre. Mais les carabistouilles les plus invraisemblables, c'est pas forcément faux, c'est pas forcément contre la démocratie, c'est pas forcément contre les pouvoirs établis, c'est pas forcément pour faire élire Pierre ou Paul, mais ce genre de piège ou d'exploitation commerciale de l'attractivité du faux parce qu'il est sensationnel. Le faux, il fait contraste avec ce que disent les médias officiels ou la parole officielle, existe. Alors, du coup, à la fois parce que ils veulent pas être accusés, et Mark Zuckerberg en a peut-être un peu marre de passer son temps dans des commissions sénatoriales ou parlementaires dans tous les pays du monde, ou de se faire dire par Joe Biden, vous avez tué des milliers de gens en répandant de fausses informations, ou en laissant se répandre de fausses informations sur le Covid. Donc, il développe d'énormes dispositifs de contrôle du faux, comme des discours de haine, etc. Et contrairement à ce qu'on croit,
les GAFAM, enfin disons les grands du net, entre guillemets, censurent énormément, retirent en tout cas énormément de contenu. Hein. Les faux comptes, c'est par millions, etc. Ou les faux contenus, où il y a d'autres processus pour faire que les contenus suspects soient signalés comme tels ou renvoyés à des sources ou enfouis dans les moteurs de recherche de telle façon qu'on ne les trouve pas. Bon, très bien, j'ai un petit problème avec ça, c'est que je n'ai pas voté pour M. Zuckerberg. Quoi. Il n'y a pas eu de consultation démocratique pour décider de M. Zuckerberg, même s'il a, d'une certaine façon, gagné son incroyable argent et son incroyable pouvoir par un talent exceptionnel. On ne peut pas le nier. Donc, il y a un problème de contrôle démocratique. On va me dire, c'est quoi la solution ? La solution, c'est l'école, c'est l'enseignement, du scepticisme raisonnable. Alors, écoute, je crois que je suis dans un milieu où vous devez être assez réceptif à ce genre de discours. Et moi-même, je l'approuve, ce discours. Il y a des tas de trucs qui sont vraiment... Le Clémy, par exemple, depuis des années, faisait des sessions d'éducation aux médias. Oui, c'est vrai. Bon, ça serait bien qu'on éduque les jeunes cerveaux à ne pas croire que c'est vrai parce qu'ils l'ont vu sur Internet, ou que c'est vrai parce que c'est le contraire de ce que leur dit leur prof, ou que c'est vrai parce que c'est excitant, quoi. C'est vrai. C'est probablement une solution. Moi, j'en ai pas de solution. Hein. Je veux dire, à part continuer à écoper l'eau qui monte dans la barque. Le problème étant d'ailleurs exprimé de manière assez amusante dans ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Il faut infiniment plus d'efforts pour réfuter une connerie que pour produire une connerie, quoi. Voilà, c'est un peu le problème auquel nous sommes confrontés. Essayons ça. Essayons de ne pas la perturber par la surproduction de faux concepts, la fausse vérité, la post-vérité, la guerre hybride de l'information. Enfin, produit des tas de trucs assez inutiles dans ce domaine-là. Voilà, donc ça met chacun un peu face à ses responsabilités. Bon, la cible ultime, c'est notre cerveau, et c'est à nous de nous en servir bien et d'apprendre à nous en servir bien. Voilà. J'ai un peu dépassé. Non, mais j'ai fait l'heure de parole à peu près. Et maintenant, on va pouvoir se poser plein de questions passionnantes.